Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Ils ont dit, voyons ceux qui font le menu du jour, ils nous viennent de l'Australie, de Madagascar, de la République centrafricaine, du Gabon et du Niger. Madame, monsieur, bonjour et merci d'honorer le rendez-vous. Mes confrères sont là, fidèles au poste. Bonjour à vous, Jacques Boko. Bonjour, monsieur Kassa, et bonjour aux téléspectateurs. Adrien Moussou, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour amis téléspectateurs. Nous allons demander à la régie de bien vouloir nous balancer la toute première déclaration. Elle nous vient du Niger. Dans la nuit du 30 au 31 mars 2021, une tentative de coup d'État a été déjouée. C'est Zakaria Abdourahmane, ministre, porte-parole du gouvernement nigérien, qui l'a dit. L'Afrique n'a pas fini avec le coup d'État, visiblement, Adrien. Absolument, cela justement que c'est été surpris de constater qu'à quelques jours de l'investiture du tout nouveau président élu, Mohamed Bazoum, pour ne pas le nommer, il y a eu cette tentative de coup d'État. Et puis, il ne faut pas s'arrêter alors à cette tentative. Qu'est-ce qui serait à l'origine de cette tentative de coup d'État? Est-ce à dire qu'au niveau de l'armée, ça ne va pas? Ou que certains officiers ou cadres de l'armée... Vous pensez à un coup d'État vraiment, pas un mouvement d'humeur? Le schéma, vous dites quoi? Je dirais tentative de coup d'État, un mouvement d'humeur tiré avec des armes lourdes. Juste un groupuscule? Bon, mais non. Parce que si cela n'avait pas fait flop, il prendrait le pouvoir probablement. C'est la présidence. À l'intérieur. Mais c'est la présidence qui a été visée là. Un mouvement d'humeur, on pourrait le circonscrire au niveau des bataillons ou des corps internes. Oui, des garnisons. Donc c'est un peu plus profond, mais à creuser. Est-ce à dire que cette tentative de coup d'État a quelques liens avec l'élection du nouveau président de la République? Qu'est-ce qui pourrait fâcher pour autant? Pour qu'au niveau de l'armée même, on boude? Il faut se poser des questions. C'est vrai, il a été dit, au terme des conférences nationales dans la plupart des pays africains, qu'il fallait que l'armée reste dans les casernes. C'est vrai. Et parce que faire tout le temps irruption sur la scène politique, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il faut le constater. Mais en disant cela, est-ce que les uns et les autres, les constituants, ont mis assez de garde-fous pour que véritablement des situations n'amènent pas l'armée ou les officiers ou les cadres de l'armée, disons les militaires tout court, à tenter des coups, à vouloir forcer les choses en opérant encore par des coups d'État? Il faut se poser des questions. Est-ce que les garde-fous ont été suffisamment mis pour que les civils qui parvenus au pouvoir après l'élection se comportent eux aussi bien, restent dans le cadre qui leur est tracé par les constitutions, pour que véritablement les choses ne se passent pas de la sorte? Oui, parce que l'armée à un moment donné peut intervenir suite à des mouvements de foule, les populations mécontentes qui n'en peuvent plus et n'en veulent plus, et qui en veulent certainement à des dirigeants. Bon, ces populations peuvent venir à manifester. Comment est-ce qu'il faut gérer toute cette situation? Il va falloir que ces gens de tentatives de coup d'État ou de coups d'État qui renaissent sur le continent, il va falloir que nous prenions du recul pour les analyser sous toutes les coutures, afin de voir véritablement qu'est-ce qui est à l'origine, ou qu'est-ce qui est à l'origine de ces coups d'État-là. Jacques, selon vous, qu'est-ce qui expliquerait ce mouvement? Bon, monsieur Amousso a avancé des hypothèses. Est-ce que ce n'est pas lié au contexte? De ma position, je ne pourrais pas dire d'office non, parce que le contexte pourrait s'y prêter. Vous savez que le Niger vient d'une élection présidentielle et le nouveau président doit être investi le 2, et c'est à la veille de son investiture que ça vient, dans un contexte où il y a encore un opposant, et pas des moindres, en prison, des centaines de citoyens interpellés, et un candidat, un ancien chef de l'État qui a été à cette élection, conteste les résultats.
d'aucuns pourraient dire, oui, on a fini de tourner cette page, il faut désormais qu'on tourne rapidement la page et penser développement Niger. Maintenant, est-ce qu'on peut penser le développement du Niger sans, disons, aplanir les divergences? Parce que un côté, il y a un camp qui n'est forcément pas d'accord avec ce qui s'est passé. Et on a débattu de ça ici sur plusieurs émissions. C'est vrai, le Niger, on peut dire que les vieux démons sont de retour parce que pour qui connaît l'histoire du Niger depuis 1960, Mamadou Issoufou a fait quelque chose d'extraordinaire en organisant pour la première fois l'alternance au sommet de l'État. C'est vrai. Les conditions dans lesquelles ça s'est déroulé, ça c'est encore un autre aspect. Sinon, ça s'est soldé toujours par un coup d'État. Est-ce que c'est le rattrapage que ceux qui n'ont pas réussi à le faire à la fin de son mandat, est-ce que c'est le rattrapage qu'ils sont en train de jouer là? C'est encore un gros point d'interrogation. Mais comme l'a dit M. Amoussou, il faut chercher à savoir ce qui s'est réellement passé. C'est vrai qu'on est en train d'interpeller des supposés militaires qui seraient à l'origine. Maintenant, au-delà des prises, des arrestations, il faut bien creuser. Il ne faudrait pas qu'on... Parce que le camp présidentiel aussi pourrait créer ça. Un coup d'État sur un coup de tête comme ça. Ça se fait sur le continent? Oui, ça peut se faire. Il y a des pouvoirs peuvent vouloir se victimiser, oui, et le faire. Il faut fouiller, voir véritablement ce qui est à l'origine, mais n'empêche, avant que tout cela ne soit clarifié, il faut vraiment qu'on arrive à calmer la partie qui n'est pas d'accord avec la façon dont les choses se sont déroulées. Voilà. Ils sont en train de venger ces militaires-là. Ousmane, voyez-vous comme ça? Non, je ne saurais aller sur cette piste. Toujours est-il qu'il y a malaise. Il y a malaise. Il se fait quoi? Et il se fait la corruption est dénoncée au sein de l'armée. Justement, et entre-temps, le pot rose a été découvert il y a l'année dernière, ce me semble. Et bon, ils sont de l'âge de les militaires nigériens. Et ces officiers ne sont nullement inquiétés. Et ils avalent des milliards. Justement, on nous dit là que Mamadou Issoufou a si bien géré qu'il faut lui donner quitus d'avoir bien géré, mais quand même vous aussi. Se peut-il que ce soit la base et qu'au même moment, les hommes du rang, les militaires et autres, certains cadres maltraités également. Ça peut être également il n'a pas couvert les voleurs. Oh, vous savez bien parfois, dans nos pays, hein, dans la plupart, j'allais dire, hein, on peut faire semblant. C'est le cas? On peut faire semblant. Tout est-il. Bon, il n'y a pas un procès en bonne et due forme jusque-là, c'est vrai. Le poteau a été découvert. Bon, on a relevé certaines fonctions. On a procédé à des arrestations. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'entre-temps, des Nigériens s'étaient prononcés sur la situation, exigeaient même que cela rende gorge. Au moment où on ne fait que tuer, vous comprenez bien, les terroristes ne font que semer la terreur et zizanie dans la région. Au même moment, certains officiers ont eu le toupet de s'en mettre plein les poches. Vous comprenez bien qu'il y a un malaise quelque part. Et je disais tantôt que ce coup ou cette tentative de coup d'État intervient, je dirais pratiquement quelques semaines après l'élection présidentielle. Ça vous dit quoi? Vous faites un lien? Je suis tenté. Je suis tenté de faire un lien parce qu'il y a un malaise forcément. Parce qu'on voit les pourcentages, les scores. Celui qui est élu l'a emporté avec un peu plus de 55%, l'autre à 44 quelques %. Vous comprenez bien que presque la moitié de la population est quelque part rangée derrière quelqu'un d'autre. Il faudra en tenir compte parce que parfois, des dirigeants africains ne tiennent pas compte de ces caractéristiques, de ces aspects-là. Ils se disent que même si j'ai été élu à 50,99%, c'est fini, je domine, je dirige, je domine, je fais ce que je veux à la tête du pays. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Donc, le verbe demeure dans le fruit. On en veut à Bazoum ou à Issoufou, selon vous, Jacques? Oh, toujours est-il qu'il y a frustration. Maintenant, c'est trop tôt de le dire. Maintenant, si tout allait bien, je suis sûr qu'il n'y aurait pas cette tentative. Forcément, il y a un problème, il y a un malaise. À moins que ça soit le pouvoir même qui soit en train de tirer les ficelles dans l'ombre. C'est possible. Mais à quelques heures de l'investiture du nouveau président, moi, je suis tenté aussi de mettre de côté
cette possibilité pour le pouvoir de vouloir susciter un tel putsch. Je pense plutôt plus du côté des frustrations que l'opposition est en train de manifester à travers l'opposant principal qui est l'ancien président Mahamadou Ousmane. Et puis l'autre qui est en prison. Vous n'êtes pas sans savoir, après la proclamation des résultats, nous l'avons dit, la Cour constitutionnelle qui n'a pas examiné du tout le recours, qui n'a pas du tout examiné les recours et qui proclame et annule les résultats dans 73 bureaux de vote. C'est important. Et les scores à cette présidentielle sont plus ou moins serrés. 55, 40 et quelques, ce n'est pas beaucoup. Ça veut dire que presque la moitié de la population n'est pas d'accord avec ce pouvoir, ce nouveau pouvoir qui s'installe à travers Bazoum. Et d'aucuns voient aussi que Bazoum, ce n'est que le prolongement d'Issifou, parce que c'est une trentaine d'années d'amitié entre les deux hommes. Donc, bon, il y a alternance, certes, mais on voit toujours que c'est une continuité. Donc, il faut, franchement, que même si le président Issoufou passe la main, il faut que le président Bazoum analyse bien ces signaux qu'on est en train de lui projeter, que ça ne va pas. Et il a aussi la lourde responsabilité de prendre les choses en main, surtout au niveau de l'armée, vous l'avez dit, qui est fortement corrompue. Donc, c'est une lutte qui est contre la corruption, certainement au niveau de l'armée. Comment va-t-il s'y prendre pour ne pas faire davantage de frustration dans un pays gangréné aussi par le djihadisme? Donc, il va devoir marcher sur des œufs, comme on le dit. Ce n'est pas un long fleuve tranquille pour Bazoum qui s'installe déjà. Donc, il faut véritablement qu'il réussisse à écouter. Mais généralement, il n'écoute pas. On dit réconciliation, mais dans le mot réconciliation, c'est plutôt comment chercher à piquer, à peut-être faire venir avec soi le principal opposant. Bon, je ne dirais pas forcément Mahamadou Ousmane. Ce serait peut-être Mahamadou. Peut-être qu'on va chercher à faire revenir du côté du pouvoir pour faire basculer les choses. C'est possible. Donc voilà comment on fait les réconciliations. On fait juste du saupoudrage. Et bon, c'est la population finalement qui en sort perdante. Voilà. Les chefs d'État ne sont pas encore à l'abri, c'est ce qu'on veut dire avec ce coup d'État, Adrien? Ah oui, bon, dans certains pays, je dirais qu'ils ne sont pas à l'abri. Pas du tout, parce que c'est une alerte. C'est une alerte là qui est donnée au tout nouveau président élu Mohamed Bazoum. Et comme Jacques le disait si bien, il va falloir qu'il en tienne compte. C'est un signal, et non des moindres. Donc, juste après son investiture demain, vendredi, il va falloir qu'il en tienne compte sérieusement pour savoir comment s'y prendre par rapport au management, même au niveau des forces armées nigérianes. Il va user de délicatesse pour ne pas se faire prendre à un autre piège. Mais toujours est-il, que ce qui s'est passé à Niamey ces dernières heures donne à réfléchir. Et nous restons au Niger avec un second extrait. Et c'est Issoufou qui parle. Il dit « Il y a une vie après le pouvoir. Je prépare cette vie. À partir du 2 avril, j'ai l'intention de créer la FIM, la Fondation Issoufou Mohamadou. » Jacques. Ah oui, c'est vous qui avez l'habitude de dire, mais il faut qu'il y ait une vie après la présidence. Et je pense que Mahamadou Issoufou est en train de donner le bel exemple. Il ne perd pas le temps. Il crée une fondation tout de suite pour se consacrer à l'après-présidence. Et normalement, c'est ce qui devrait être. C'est une leçon pour les chefs d'État qui s'éternisent au pouvoir, qui pensent que après eux, c'est le déluge. C'est-à-dire que ce ne sont que leurs parents seuls qui mettent au monde des enfants présidents. Mahamadou Issoufou, lui, pense plutôt le contraire et il s'y est préparé. Et certainement qu'il a les ressources qu'il faut pour se consacrer, comme il l'a dit, à la paix, à la promotion de la démocratie sur le continent, pour se consacrer
à la santé des Nigérians, à l'éducation des Nigériens plutôt. Donc voilà autant de chantiers. Ce n'est pas forcément, disons, le nombre d'années qu'on passe au pouvoir qui vous donne la main pour développer un pays. Il y en a qui font 30, 40 ans, mais quand vous évaluez au finish, il y a des gens qui font même 5 ans et font mieux qu'eux. Donc il y a forcément une vie après la présidence, et à travers cette fondation que le désormais ancien président Mahamadou Issoufou crée, je pense que c'est un signal pour les chefs d'État qui ne veulent pas laisser la présidence. La chose est bien possible, et avec le prix Mo Ibrahim qui lui consacre, je pense, $200,000 à vie, hein, annuellement à vie, et puis 5 millions de dollars, je pense, annuellement aussi en bloc. Voilà, donc ça, c'est autant de ressources qu'il pourra mettre à la disposition de la fondation, qu'il pourra mettre à la disposition de cette fondation pour le développement du Niger et pourquoi pas de l'Afrique. Certains disent que c'est le trop plein qu'il a eu au pouvoir qu'il a voulu redistribuer à Adrien. Bon, je ne saurais prendre le compte-pied de faute en comble de ce qu'ils disent. Parce que s'il n'avait pas été au pouvoir, et si se serait enrichi de la sorte, s'il n'avait pas été au pouvoir. Et moi, je suis même parfois embarrassé quand on dit qu'à vie, telle fondation va désormais lui verser des espèces sonantes et trébuchantes. On a été président de la République. La Constitution a prévu qu'après 1 ou 2 mandats, vous vous barrez. Mais parce que, non, je vous ai dit, hein, si on doit décortiquer, décrypter ce qu'a été aussi son passage, sa gestion, c'est vrai, aucune œuvre humaine n'étant parfaite, on doit le trouver des choses. Je vous ai dit, moi, la réserve que moi j'ai personnellement, je dois vous le dire, je l'ai souvent mise en exergue. Mais dans son pays, lui également, il a tenté de faire... Bon, ils ont tenté de fragiliser celui-là qui devrait être un véritable opposant face à lui, un poids au niveau de l'électorat face à lui ou face à son successeur, à son dauphin. Vous savez bien, ils ont réussi cela. Mais c'est ça la tâche qui vient après. C'est ça la tâche. Parce qu'on aurait permis à des candidats véritablement poids lourds, comme à d'autres candidats poids lourds, comme Maman Ousmane de compétir. Vous verriez que il y a certains candidats qui, aujourd'hui élus, ne seraient peut-être pas élus. Donc, que des institutions en Afrique désormais viennent dire qu'il faut forcément trouver une porte de sortie honorable à tel chef d'État pour l'encourager à laisser le pouvoir. Mais je me suis dit, mais où est-ce que c'est mis dans nos constitutions en Afrique? Parce que, à vouloir prendre souvent ces genres d'initiatives, je crains que certains chefs d'État, davantage, ne cherchent à s'incruster, à confisquer le pouvoir parfois, s'ils ne voient pas ces signaux-là venir également. Pourquoi? Donc, il va falloir qu'on revoie la manière de féliciter ou d'encourager ces chefs d'État-là qui cherchent à partir après 2 mandats. Vous savez, sur le continent et même dans le monde, surtout la presse ne célèbre pas souvent, comme on le dit, les success stories, les modèles de réussite, les leadership. Et je pense que Mahamadou Issoufou aurait pu faire comme d'autres chefs d'État. Comment? C'est vrai, la Constitution, il faut la respecter. On ne doit pas faire plus de 2 mandats. C'est clair, on doit respecter les textes. Mais c'est écrit noir sur blanc. Dans d'autres pays, on a déjà déchiré ça. Mais lui, quand bien même il a le boulevard ouvert, il pouvait garder le pouvoir. Il dit, non, moi, je ne le ferai pas. Je constituerai ce modèle-là. On n'a pas besoin d'hommes forts. Les hommes forts ne font pas forcément des institutions fortes. Donc, moi, sur ce plan, je pense qu'il doit être célébré autrement pour constituer ce modèle-là aux yeux des autres chefs d'État qui ont déjà fait 30 ans, qui ont déjà fait 40 ans sur le continent, mais qui ne sont pas prêts à partir malgré le poids de l'âge. L'autre chose, c'est que, bon, il y a d'autres quand même, M. Kassa, qui s'enrichissent sur le dos des populations, mais qui thésaurisent l'argent, qui ne redistribuent pas ça. Bon, d'aucuns pourraient dire que les fondations, c'est une sorte aussi de blanchiment de capitaux. Ça profite forcément aux populations. Mais ça profite forcément aux populations. Qui ne veut pas qu'il y ait de l'eau dans sa région, qui ne veut pas qu'il y ait de centre de santé dans sa région. Je pense qu'il faut encourager les chefs d'État qui sont payés aux frais de l'État
qui parfois en abusent, qui se payent aussi, voilà, qui se payent aussi, comme vous le dites si bien, mais qui vivent sur de l'or, mais qui ne redistribuent pas, alors qu'il y a des gens qui ont besoin de moins d'$1 pour vivre ou pour survivre par jour. Mais ils sont là, les gens meurent devant eux, ils ne le font pas. Donc moi, sur cet aspect, je pense que nous sommes en phase, je suis en phase avec le président Issoufou, encore que pour cette fondation, au-delà de la fondation Mo Ibrahim, je pense qu'il lui-même doit avoir ses relations, il doit avoir des partenaires qui vont forcément mettre des ressources à la disposition de cette fondation. Adrien, à l'occasion, lors du lancement de cette fondation, il y a un de ses conseillers, Issoufou, qui a parlé, je vous lis un extrait, qu'aucune femme ne dise « vous l'avez séparée d'avec son mari, que vous avez emprisonné ». Qu'aucun enfant ne dise que vous l'avez éloigné de son père, Monsieur le Président, libérez les Hama Amadou, les détenus politiques. Il a dit publiquement. Bon, moi, je ne m'attendais pas forcément à ce point de la question. Et moi, je l'ai évoqué tantôt. J'ai parlé d'Hama Amadou. Vous comprenez bien, j'ai dit que si on devait aller loin, dans ce cas, a été également la gestion de monsieur le président sortant du Niger. Bon, il y aura des choses à dire, à redire. Tout n'a pas été parfait. Et j'ai dit qu'aucune œuvre humaine n'étant parfaite, bon, il faut lui concéder un certain nombre de choses. Bon, certainement qu'au cours de la passation de service, bon, il échangera avec son successeur, son dauphin. Par rapport à cela. Oui, mon parce petit, que vas-y, bon, maintenant tu peux essayer de prendre un décret pour gracier cette personne. Oui, tout ça. Et ça veut dire que le conseiller ne croit pas du tout à la décision de justice. Il sait que c'est une affaire politique quand il lui dit libère Amadou. Justement, vous voyez bien comment est-ce que les décisions se prennent parfois en Afrique. Et à dire que, et c'est à croire que des instructions fermes sont données parfois à des juges pour aller dans telle direction ou dans telle autre. Même si, oublie tes torbi, ces juges viennent dire à la radio, à la télé, dans les journaux qu'ils sont libres, qu'ils ont pris leur décision en leur âme et conscience et qu'ils ont leur intime conviction. Vous comprenez bien? Donc, celui qui parle, mais il est dans le sérail, il maîtrise les réalités et les données mieux que nous autres. Et à l'entendre dire cela, allez-y comprendre quelque chose. C'est dire que M. Bazoum devra en tenir compte quand il se sera véritablement installé. Parce que dans une interview, il y a quelques jours sur RFI, bon, cependant la question a été furtivement abordée. Il a esquivé. Vous comprenez bien? Bon, je dirais que c'est une stratégie du politicien. En son temps, il aura à se prononcer certainement dessus. Jacques? Non, lui, M. Kassa, il a fini déjà ses 10 ans. Mais le conseiller lui dit libère les gars. En tenant au respect ceux qui pourraient lui tenir tête. Donc, certainement qu'il passera la patate chaude à son successeur et filleul. Donc, bon, M. Bazoum, lui, forcément, il a du pain sur la planche. Et pour avoir, je pense, un pouvoir, sinon 5 ans en paix, c'est un chantier à ne pas négliger. Ça, Amadou ne peut pas continuer à être en prison. Mahamadou Ousmane ne peut pas continuer à revendiquer, disons, ses droits en griffe, qu'on l'en prive et que lui déroule facilement, je dis, son programme d'action. Pendant que près de la moitié des Nigérians sont fâchés. Donc, près de la moitié des Nigériens sont fâchés. Donc, il faut qu'il fasse peut-être un dialogue. Maintenant, ce n'est pas un semblant de dialogue comme on le voit, c'est-à-dire pendant qu'on a réussi à piquer des opposants dans le camp des opposants, enfin, on a réussi à fragiliser l'opposition, on appelle à un dialogue, et on fait semblant d'organiser un dialogue là, c'est qu'il n'aura pas fini avec ces gens de coup d'État que nous avons déplorés tantôt, il ne va pas finir de sitôt avec les djihadistes. Maintenant, par rapport à la déclaration que vous venez de lire... Ce conseil ne fragilise pas absolument, il vient confirmer en fait qu'il n'y a pas séparation de pouvoir en Afrique et que le chef de l'État est forcément la clé de tout. Tout tourne autour de lui. C'est lui, comme on le dit, l'alpha et l'oméga
dans les pays africains, sous nos tropiques, c'est une réalité que la séparation de pouvoir, c'est juste consigné quelque part noir sur blanc, mais dans la réalité, il n'y a aucune séparation des pouvoirs. Aucune séparation des pouvoirs. Toutes les institutions sont à la solde du chef de l'État qui est là, puisqu'il est le Dieu sur terre de tout le pays. Ce conseil n'est pas d'accord, il le dit publiquement là. Adrien. Oui, publiquement. Vous auriez pu dire ça en quatre murs. Cela devrait mettre mal à l'aise le président sortant. Bon, ça dépend de comment est-ce que Mohamed Bazoum prendra cela. Soit il met en quarantaine ce conseil-là, parce que ce conseil, lui, c'est le président Issoufou qui s'en va. Ce conseil, est-ce qu'il va demeurer dans les allées du pouvoir? Et on peut se demander, mais pourquoi il ne l'a pas dit aux autres choses? Justement. Peut-être qu'il lui parlait en quatre murs et le monsieur n'écoutait pas. Il dit aujourd'hui, je te livre au public. Tout est-il que nous notons qu'il n'a pas eu le courage du médiateur de la République au Sénégal. Tout à fait. Il n'a pas eu ce courage-là. Ce courage-là lui a manqué. Quelque part, ce n'est pas du tout ça. Nous sommes au Gabon. Président qui parle à ses opposants. Je leur conseillerais, à l'opposition, dit-il, plutôt de travailler à formuler des idées. Se contenter de critiquer et de polémiquer, c'est se fourvoyer complètement. Se moque Bongo, président Bongo, Jacques. C'est vrai. C'est vrai, c'est bien dit. Il faut que l'opposition incarne cette, disons, alternative crédible. Il faut qu'on sente que ceux qui sont les leaders de l'opposition ont forcément quelque chose à vendre de mieux que celui qui est au pouvoir et qu'on combat, ou la gouvernance qui est à la tête du pays. Je suis parfaitement d'accord avec le président Bongo. Maintenant, quand on prend du recul, qui parle? C'est quand même Ali Bongo qui n'a jamais fait une opposition. C'est ça aussi. C'est en matière de communication, il faut voir aussi celui qui parle, le porteur du message. Est-ce qu'il est bien placé pour donner cette leçon à une opposition? Votre réponse est quoi? Moi, je dis non, parce que c'est quelqu'un qui est né avec une cuillère dorée dans la bouche. Il a ramassé le pouvoir par terre. Donc, il n'a jamais mené une lutte. On peut aussi le comprendre, hein. Il n'a pas lutté pour être là où il est. Il peut, bon, des quatre murs de son palais douillet, envoyer un tel message à l'opposition. Quoique, je suis d'accord que l'opposition aussi doit préparer la lutte. Ce n'est pas venir seulement bavarder dans les médias. Il faut qu'on sache que, oui, ceux-là sont organisés, ceux-là ont quelque chose de bien à nous proposer une fois qu'ils seront au sommet de l'État. Donc, parfaitement d'accord avec lui, mais c'est que quand je vois le personnage, si c'était quelqu'un qui avait milité pour arracher le pouvoir, qui le dit, moi, j'allais plus l'applaudir. Voilà. Adrien. Oh, les latins disent médite et curate ipsum, médecin guéris-toi toi-même. Je prends entièrement mon compte ce que dit Jacques. Quelle lutte lui l'a mené, comme il a dit. Son pas s'en est allé. On a tout fait, soutenu par des puissances, des lobbies. Oui. Et on l'a positionné au pouvoir. Lui n'a pas connu les difficultés que connaissent les opposants. Même ceux-là qui ont été ministres de son feu père, eux, quand même, après avoir changé de cap, après avoir viré, après s'être mué dans l'opposition, ceux-là ont quand même connu des difficultés. Oui, parce que c'est facile de donner des leçons aux opposants, mais il faut passer un temps dans l'opposition pour savoir ce que c'est que l'opposition. Et comme le dit si bien Jacques, je pose entièrement ce qu'il dit. Il n'a pas souffert avant d'avoir le pouvoir. Il n'a pas du tout souffert. Et il vient donner des leçons à certaines personnes à qui il ne doit pas en donner. Non. Il faut qu'il arrête là. Mais il faut lire à travers la ligne, comme qu'il dirait. Monsieur Bongo prépare déjà sa relève. Ce n'est pour rien que son fils s'occupe des affaires présidentielles. Ça veut dire quoi, en fait, parce qu'il a profité de l'occasion. Il s'occupe de quoi? On dit affaires présidentielles. Qu'il prépare les dossiers, ils vont ensemble. Après, si, en fait, les gens le préparent. Ah oui. Oui, en fait, c'est ça qu'il s'agit. La dynastie Bongo en marche, c'est ça? Je pense qu'il faut arrêter. Ce n'est pas bien. À un moment donné, il faut se regarder dans la glace et surtout tirer leçon
de certains faits. Moi, bon, peut-être que d'aucuns diraient que c'est parce que je n'y ai pas encore goûté que je le dis, mais j'aurais pu tirer leçon de ce qui m'est arrivé physiquement, mentalement, moralement. Je pense que Ali Bongo ferait mieux de passer la main, honnêtement, et de prendre sa retraite, parce que qu'est-ce qu'il n'a plus ou qu'est-ce qu'il n'a pas? Qu'est-ce qu'il n'a pas aujourd'hui? Son papa lui a laissé un héritage, lui-même, il est venu... Il veut en laisser à son fils. Il veut en laisser aussi à son fils. Le fils veut en laisser encore à son fils? Oui, c'est possible. Si le peuple gabonais le voulait aussi, si le peuple gabonais décide que ça se passe du père au fils et de l'ancien fils devenu père à son fils désormais, ça, les Gabonais l'auraient choisi. Bon, moi, de ma position, ce que moi je peux dire, il faut que nos dirigeants apprennent à quitter les choses avant que les choses ne les quittent. Là, il ne fait pas confiance à ses collaborateurs, disons les chefs d'État en général, il ne fait pas confiance à ça, à leurs collaborateurs, ceux qui positionnent leur... Non, dans ce cas précis, je vous ai dit, lisons à travers les lignes, c'est son fils qui est positionné, c'est quelqu'un qui ne fait pas confiance. Parce que bientôt, la guerre de succession sera ouverte. C'est clair. Au niveau du camp Bongo. Donc déjà, il croit donner des coups à l'opposition, mais déjà, il envoie des signaux également à ceux-là qui sont présentement membres de son parti politique. Et justement, Jacques disait tantôt que si les Gabonais l'acceptent, non. Une fois que ce sera joué au niveau du parti auquel ils appartiennent là, vous allez voir, l'enfant, on ne va quand même pas exhiber son carte de membre de parti. On vous dira que oui, il était dans le sérail depuis, il n'a quand même pas milité depuis que son grand-père était aux affaires, à la tête du parti, et que finalement, il a grandi, la sagesse, la maturité. Et c'est fini. On lui positionne les candidats. Vous avez vu qu'on a géré la vacation là? Mais oui, la Cour constitutionnelle, c'est la Cour. Mais aux urnes, les Gabonais ont dû se prononcer. Ou même s'ils se prononçaient, mais il y a la Cour constitutionnelle ou le Conseil constitutionnel. Les cours sont les mêmes partout, visiblement. Visible pratiquement. Parce que, quand même, les Gabonais ne sont pas quand même tombés sur la tête. Pouvoir s'instaurer une sorte de monarchie ou une sorte de royaume qui ne dit pas son nom dans le pays, vous comprenez bien. Donc, les institutions de contre-pouvoir. Oui, mais le peuple est quand même au-dessus de ces institutions. Justement. Il se fait que... On se fout de ces résultats. Ailleurs, ça allait se passer aussi. Dans d'autres pays, ça pouvait se passer. C'est-à-dire, et on l'a dit, la formule pour juste traduire littéralement, on a dit, nous n'allons pas élever le cheval et élever les chevaux. Donc, ce que les chevaux auraient laissé. Donc, je pense que les gens ont mis fin à ça ailleurs. Donc, c'est possible aussi au Gabon. Au-delà des institutions, il y a quand même le peuple. Si le peuple gabonais décide que la dynastie Bongo ne va pas se perpétuer, je pense que rien ne pourra l'arrêter. Dans les urnes? Ouais. Dans les urnes? Bon, pas forcément dans les urnes. Pas forcément dans les urnes. J'aurais compris. Ils ont toujours fait la volonté. Tranquillement. Et nous sommes maintenant en République centrafricaine. L'opposant de Guelé, il est interdit de sortir du territoire. Et ce qu'on a comme extrait de ce côté-là, c'est ceci. Les autorités centrafricaines mènent un certain nombre d'enquêtes et c'est dans ce cadre que des dispositions ont été prises afin que les sorties des personnalités publiques du territoire soient validées au préalable par les autorités. Ange Maxime Kazagui, porte-parole du gouvernement centrafricain, c'est lui qui l'a dit. Oui, entre-temps, il faut reconnaître que le tout nouveau président élu, également reconduit ou réélu, devrait prêter également serment. Vous comprenez bien que un peu partout, ça se ressemble en Afrique. Ça se ressemble où on a tout fait de trouver quelque chose qui pourrait justifier le fait qu'on ait mis embargo sur ici, qu'on interdit ça, le déplacement de certains hommes politiques, qu'ils soient surtout de l'opposition. Vous comprenez bien que si De Le Guelé avait été avec le président Touadéra, cela n'arriverait pas. Vous comprenez bien que, bon, ils ne sont pas libres de le mouvement. Toujours est-il qu'entre-temps, il a été dit que c'est le procureur qui devait se prononcer ou le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, contacté également entre-temps, s'est déclaré, je dirais, incompétent, bon, selon les formules consacrées.
Mais c'est toute une confusion totale par rapport à l'autorisation à donner à cet ancien... Et c'est à l'aéroport qui a l'info. Vous comprenez bien, vous voyez bien, une fois, on bafoue les droits élémentaires même. C'est des droits élémentaires bafoués, qui plus est de personnalité de leur Trump. Député, ancien Premier ministre, leader de l'opposition. On s'en fout. Deuxième à la présidentielle. Je pense que nous l'avons déjà évoqué ici dans l'émission précédente, le cas Selon Dalen en Guinée. Même scénario. Même scénario. Donc, c'est à croire que c'est une contagion. Tu fais, et si ça marche, je te copie et j'implémente ça chez moi. C'est exactement ce que je constate. Il dit, le porte-parole, il dit qu'il s'est vu refuser le droit d'embarquer mercredi, que c'est faute d'avoir pu fournir une autorisation de sortie du territoire délivrée par le ministère de la Sécurité. Mais qui est le ministère de la Sécurité? Alors que ce leader de l'opposition dit « Je veux aller me soigner dans l'Hexagone ». Alors, pourquoi ne pas lui envoyer des médecins assermentés pour constater qu'effectivement, son état de santé est défaillant? On ne l'a pas fait. Et on le prive de ses droits d'aller d'abord se soigner et on confisque tout. On dit qu'on est en train de mener des enquêtes. Et c'est le gouvernement même qui se met devant, pas un juge, pas un procureur. Normalement, ça devait venir, cette injonction devait venir de la justice. Parce que le gouvernement, là, est jugé parti en même temps. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. S'il y avait vraiment, si les institutions marchaient séparément, si chaque institution jouait son rôle, je pense que c'est la justice qui devait le faire. Et ce faisant, je pense que le pouvoir centrafricain s'est vraiment fouvoyé. Et ce n'est pas bien pour l'image de l'Afrique. Et chaque jour ou chaque semaine, on arrive toujours à produire un scénario des plus bizarres. Voilà. Toi, Dera aussi, peut-on demander? Vous comprenez bien que avant d'accéder au pouvoir... On le prenait pour une colombe. Justement, un ange. Vous comprenez bien. Avant d'accéder au pouvoir, nous l'avons souvent remarqué, ceux-là nous montrent des visages d'anges. Et qu'une fois, ils promettent, une fois arrivés aux affaires, ils ne feraient pas comme ceux-là qui sont là, leurs prédécesseurs, voici dans tel domaine. Mais une fois arrivés au pouvoir, mais vous les méconnaissez par rapport à certaines postures, par rapport à certaines décisions, à certaines options. Vous comprenez bien qu'on ne peut que s'interroger. On peut que s'interroger, mais c'est regrettable pour l'Afrique. Et pas de réaction de la part de l'opposition, pas de la réaction de la part de la société civile? Des institutions ou des organismes en charge des droits de l'homme n'ont pas réagi. Qu'est-ce qui se passe? Bon, qu'est-ce qui se passe, vraiment? Maintenant, même si ces institutions ou ces organismes réagissaient, ce serait une tempête d'eau. Je dirais dans une tempête d'eau. Donc voilà. Il y a des sociétés civiles fortes. Hein? Il y a des sociétés civiles fortes, mais bon, jusqu'à ébranler un pouvoir bien assis, vous voyez, c'est un peu compliqué souvent. Ça va s'arrêter juste aux protestations ou bien aux condamnations. Et bon, on déroule le prochain scénario, le prochain agenda. C'est ça aussi, le pouvoir en Afrique, malheureusement. Mais bon, je pense que pour ces pouvoirs qui disent qu'ils marchent suivant la démocratie, ce ne sont pas des images qui vous confortent dans cette démarche-là. Je pense qu'il faut éviter, même si on veut le faire, je pense qu'il faut y mettre la manière, il faut le faire de façon élégante. On ne doit pas le faire, justement. Oui, mais bon... excuses. Oui, on peut les excuser même s'ils veulent le faire. Si, par exemple, le pouvoir avait envoyé des médecins pour constater que, oui, bon, nous avons constaté que c'est juste un alibi, le fait de vouloir aller se soigner en Europe. Les médecins en mission alors? Oui, mais on pouvait aller, on pouvait le dire d'abord. Mais ils n'ont même pas fait. Ils n'ont même pas laissé la justice le faire. Si la justice l'avait fait, si un juge avait dit non, vous ne pouvez pas y aller parce qu'il y a enquête. Il n'y en avait pas. Il n'y a pas de justice. Vous voyez, bon, peut-être aussi. Mais ce n'est pas ça. Ça veut dire déjà que ça met mal à l'aise aussi le pouvoir. C'est des choses qui entachent votre honorabilité, votre crédibilité. Bon, c'est vrai qu'il s'en fiche pas mal. Hein. Bon. Adrien, il parle pourtant de dialogue.
Non, vous comprenez bien que Jacques là, elle a également peint ces genres de dialogue. Vous comprenez bien. On fait semblant de vouloir d'un dialogue, mais au fait, il ne s'agit pas d'un dialogue. C'est comment faire pour abattre davantage l'adversaire politique. C'est à quelle question où on essaie de promouvoir, hein, dans le cadre de l'opposition, quelques-uns. Bon, pour dire, vous voyez bien, il y a l'esprit d'ouverture. Dialogue pour faire plaisir à la communauté internationale. Nous sommes disposés à négocier. Et puis voilà. Et à la communauté internationale d'emboucher la trompette. Il y a une réconciliation, il y a un dialogue, il y a une volonté manifeste du président de la République. Absolument. Qui a la main tendue. Et que c'est l'opposition qui ne veut pas du dialogue. Vous comprenez bien. Mais quand on parle de la vie humaine, on s'en fout à ce niveau-là. L'essentiel, c'est le pouvoir qui les préoccupe. Le pouvoir. Vous allez voir, lorsqu'il sera à la fin de son deuxième mandat, vous allez voir les astuces. Il va attraper un troisième. Les stratégies qu'il va vouloir développer, parce que là déjà, il est en train de se fourrer là. Là également parce que il va penser à l'après-pouvoir. Qu'est-ce que ces gars-là feraient de moi lorsqu'ils prendront le pouvoir, eux aussi? Ne chercheront-ils pas régler des comptes, eux aussi? Voilà, d'où la peur qui amène à vouloir s'accrocher au pouvoir. Et M. Kassa parle de droit, mais s'il mourait, ça ferait l'affaire du pouvoir. Ce serait un bon débarras peut-être. Donc, bon, peut-être qu'on n'a pas intérêt à ce qu'il aille se soigner en Europe. Vous avez vu comment l'opposant congolais est décédé. Kolelas. Oui, Kolelas. Donc, ça fait boulevard ouvert pour peut-être le président Sassou, un de moins. Allons-y. Le cœur ne gère plus finalement quand on est à ce seuil-là, c'est ça? Apparemment, de certains. D'aucuns vous diront que c'est du Machiavel. C'est bon, nous sommes à Madagascar. Alors avec cette déclaration, il n'a pas eu comme priorité l'enrichissement personnel. Il a construit sa première maison en 2000 et il ne possédait pas de voiture. C'était une richesse intérieure et une richesse morale. Roland Ratirac, le neveu de l'ancien président Nagache, c'est lui qui a parlé à Adrien. Oui, pour avoir suivi un peu les différents combats menés par ceux-là qui ont été aux affaires. La dernière fois, j'ai évoqué certains hauts faits de Julius Nyerere, de Jomo Kenyatta et certains chefs d'État. Et Thomas Sankara, tout proche, Thomas Sankara, ceux-là n'ont pas forcément cherché à s'enrichir. Le pouvoir n'est pas source d'enrichissement pour eux. Pour eux, c'est la lutte, l'émancipation réelle, la lutte pour l'indépendance réelle des peuples qu'ils dirigent. Oui, l'amiral rouge, comme elle a été surnommée à Madagascar, Didier Ratirac, effectivement, vous comprenez bien que ceux-là, ce qu'on appelle l'amour de la patrie, il avait réellement, c'est vrai. Il y a eu quand même, à des moments donnés, des pratiques et des méthodes dictatoriales, il ne faut pas s'en cacher. Mais lorsqu'on met tout dans la balance, vous comprenez bien que ceux-là, véritablement, c'était des patriotes. Et au pouvoir, ils tenaient à faire développer leur pays. Ils tenaient à faire s'éclore les talents, des initiatives à même de promouvoir leur pays sur le plan socio-économique. En nouveau, ils tenaient à promouvoir le développement, mais en comptant véritablement sur les ressources internes, sur leurs propres forces, que de tendre souvent ces billes à l'Occident, aux partenaires techniques et financiers. Vous comprenez bien qu'ils ne puissent pas s'enrichir comme certains chefs d'État le font aujourd'hui. L'accumulation, c'était pas son affaire, d'après son neveu. Exactement, monsieur Amoussou a tout dit. Il fait partie de ces chefs d'État des années 70-90. Apparemment, ils sont les mêmes. Hein. C'était une génération quand même de chefs d'État plus ou moins vertueux qui avaient vraiment envie de faire quelque chose de bien. Le pouvoir, c'était tout. Oui, c'était tout, mais c'était quand même, je ne sais pas, on avait envie de développer son pays et à partir des ressources du pays. On ne voulait pas trop être, disons, extraverti. C'est un anticolonialiste, ce Ratirac. Et à ça, moi, vous avez vu, c'est beaucoup de fleurs au-delà de tout à son endroit. M. Amoussou l'a dit, quelques taches noires dans sa gouvernance, c'est vrai. Le Madagascar, pour les Malgaches, Madagascar d'abord, sauf que
bon, dans sa politique, il n'a pas pu véritablement amener les Malgaches, il n'a pas pu amener Madagascar au développement, parce qu'il y a eu beaucoup de poches de pauvreté, ce qui certainement a provoqué aussi son départ en 91. Donc, bon, c'est vrai qu'il est revenu, et exactement comme notre grand camarade de lutte au Bénin, Mathieu Kérékou, c'est pratiquement les mêmes. Vous avez vu, Mathieu Kérékou également, ce n'était pas trop la richesse, ce n'était pas la richesse à outrance, ce n'était pas trop le détournement, on ne roule pas sur de l'or forcément, même si dans sa gouvernance aussi, militaire comme Ratsiraka, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, moi, je pense que la génération de chefs d'État que nous avons aujourd'hui, cette génération-là doit prendre exemple sur cette façon de vivre dans la sobriété, parce que ça vous permet après de circuler librement, d'être en communion avec les populations que vous avez en temps servi. Parce qu'il y a des chefs d'État qui, après le pouvoir, n'arrivent plus à circuler librement parmi leurs concitoyens, alors qu'ils ont dit qu'ils ont travaillé pour ces mêmes populations. Pourquoi vous ne pouvez plus aller au marché librement, aller faire des emplettes? Pourquoi vous ne pouvez plus marcher sans garde du corps dans votre ruelle? Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que vous vous reprochez des choses. Ça veut dire que votre gouvernance est en train de vous rattraper là. Donc, bon, Ratsirak, paix à son âme, et que nous ayons peut-être d'autres Ratsirak à Madagascar et sur le continent aussi. Mais 84 ans, ce n'est pas peu non plus. L'accumulation de biens, généralement, après leur décès, on n'a pas assez au compte ni le pays ni la famille. Ah, c'est encore une autre paire de manches. Vous comprenez bien, c'est une autre paire de manches. Et comme Jacques l'a dit, il faudrait mieux servir son pays et ne pas avoir pour préoccupation majeure l'accumulation. Vous avez vu ce qui arrive en Angola aux enfants de Santos? Même si, bon, la fille se plaint qu'elle est brimée. Mais quand même, depuis quand on a cette fortune-là, mais quand même, elle aurait dû se taire. Parce que l'action qu'elle est en train d'initier, elle est en train d'ester, pratiquement en justice, le président actuel. La question que je me pose, souriant, est-ce qu'elle peut s'en sortir? Parce que l'autre affaire là, il ne faut pas que l'autre lui sorte encore des dossiers d'enregistrement. Attention, tant va la cruche à l'eau qu'elle a fait se brise. Donc, revenant à Didier Ratsirk, ceux-là, mais lorsque ceux-là intervenaient à l'occasion des fêtes des indépendances de leur pays, ou des grands sommets, des grands foires, mais vous avez la sincérité, lesquels les suivre, délivrer le message au sommet de l'ancienne OUA. Quand ceux-là intervenaient pour apprendre des situations données, même Mathieu Kérékou, ça venait de leur très fort. Rappelez-vous, après l'agression armée impérialiste du 16 janvier 1917, il n'a pas raté Bongo, mais Kérékou n'a pas raté Bongo. À Khartoum, si je ne me trompe. Eh oui, des têtes baissées, certains chefs d'État n'ont pas pu contenir Mathieu Kérékou. Vous avez vu, on sentait que c'est de la franchise. Thomas Sankara, lorsqu'il prenait la parole à certains sommets, on nous a dit que cela lui a valu, c'était une outrecuidance qui lui a peut-être valu la mort. Vous avez compris, ceux-là, ils aimaient véritablement leur pays. Ces chefs d'État, lorsqu'ils viennent à mourir, vous comprenez bien que la nation doit pleurer véritablement ce père de la nation-là, ce fils du pays, ce patriote-là. Ne devrait-on pas chercher à s'aider au compte des chefs d'État? Bon, il y a des structures bien placées qui le font, hein, qui savent tout ce qui se passe, les mouvements sur ces comptes-là. Même en matière de... les dénoncer pour décourager cela? Oui, la preuve, il y a d'autres comptes qui sont bloqués à votre mort, ou bien quand on... Ça profite au pays, malheureusement. Bon, peut-être qu'il y a d'autres pays aussi qui arrivent. Je pense que Abacha, tout à fait, exactement. L'actuel président, comment il s'appelle, a réussi à quand même avoir quelques sous de son compte. Donc, bon, c'est vrai, on n'arrive pas à accéder à tous les comptes, mais il y a des institutions bien placées qui suivent tout, et à votre mort, ou bien quand on vous prend, on arrive toujours à geler ces comptes et parfois à les ramener au pays. Parce qu'on sait que c'est du détournement, on sait que c'est du blanchiment, on sait que tout n'a pas été fait comme il se doit dans les règles de l'art. Vivre humainement, simplement, c'est ce qu'on peut dire. Simplement. Et être altruiste. Récemment, paix à son âme, John Jerry Rawlings,
du Ghana. Il disait que il faut diriger de sorte que, après ça, laissez pouvoir. Il est célébré jusqu'à la tombe. Jusqu'à la tombe. Vous circulez librement dans votre pays. Vous côtoyez les compatriotes. Vous échangez avec eux. Vous échangez avec eux. Mathieu Kérékou, même aux heures chaudes de la Révolution, on lui a lancé des pieds. Il circulait quand même dans la population. Justement, ce qui vient corroborer encore ce que nous disions. Voilà. Quoique nous étions en période révolutionnaire au Bénin, mais vous ne me direz pas qu'une grande partie des Béninois admiraient le grand camarade de lutte, parce qu'on se faisait davantage proche du peuple. C'est vrai que l'option marxiste-léniniste, à un moment donné, a été quand même un calvaire pour des compatriotes. En cela qu'il y a certaines libertés qui ont été confisquées, il y a des îles certes. Donc, l'avons souvent dit, aucune œuvre humaine n'étant parfaite, évidemment, il y a eu des hauts et des bas. Mais véritablement, vous vous sentez, de sorte que lorsqu'il y a eu l'agression armée impérialiste, les gens avaient cru que les gens vaincraient, mais les gens n'ont pas vaincu. Les mercenaires n'ont pas pu avoir les déçus. Mathieu Kérékou en est sorti plus fort. Et nous bouclons avec l'Australie. Tellement de femmes en ont ras-le-bol. Vous voyez notre message aujourd'hui. C'est assez. C'est assez. Des milliers de femmes investissent la rue pour crier assez, Jacques. Ah oui, et je suis... Contre la violence sexuelle. Je suis de loin en phase avec elle, avec cette femme-là. Il faut donner de la voix. Il faut faire savoir sa position. Il faut faire savoir à ces dirigeants, parce que ce sont ces dirigeants qui sont chargés de mettre en œuvre, disons, les lois qu'on prend en faveur de la femme, certaines décisions qui sont chargées de mettre en place les conditions pour la promotion de la femme dans tous les compartiments. Et ce sont ces mêmes dirigeants qui se braquent contre ces femmes. Je pense que la Journée internationale de la femme 2021, le thème, c'est bien sûr le leadership féminin pour un futur, disons, égalitaire. Mais comment vous voulez promouvoir ce futur égalitaire s'il y a violence sur les femmes, si on ne bannit pas les... Violence sexuelle, c'est pas violence seulement. Violence sexuelle, c'est violence sur toutes ses formes, et particulièrement sexuelle. Le Parlement et encore elle a cité, la dame a cité les institutions, les ministères, en sont les bastions. Ah oui, il faut décourager. Parlement, décourager. Ministère. Mais c'est un moral et à décourager, parce que si le Parlement ne peut plus être l'exemple, parce que Parlement, représentant du peuple, justement, mais il faut décourager ces choses pratiques. Mais il se fait malheureusement qu'ils se tiennent, en fait. Qu'ils se tiennent, tu me tiens, il te tient. Le chef de l'État, bon, s'il dispose de la majorité dans ce Parlement-là, mais vous croyez qu'il peut chercher à décourager ces choses pratiques? À moins que... Ah, il est preneur. Ah, mais s'il n'est pas preneur, alors il doit pouvoir se démarquer. Parce que s'il y a une majorité qui le soutient, il n'aura pas le courage de faire prendre des décisions et des mesures pour dissuader ces gens de pratiques de notre époque au niveau du Parlement et dans certaines institutions de son pays. Donc, ce sont des pratiques à blâmable, à décourager. Le ministre de la Justice, il paraît qu'il est à 30 ans. Il était déjà poursuivi, en tout cas, soupçonné de viol. Il a commencé tôt, lui. Il n'est pas un modèle, il n'est pas... ce gouvernement-là qu'on veut à la tête de nos institutions, de nos ministères, parce que là, l'image qu'il envoie aux jeunes Australiens, ce n'est pas une bonne image. Il ne devrait pas être promu. Il ne devrait pas être promu, tout à fait. Ça, dans votre CV, vous... Exactement, je suis d'accord avec vous. S'il a commencé jeune, déjà à 30 ans, il en arrive à ces genres d'actes, disons, à ces bassesses, parce que rien ne peut justifier des violences sexuelles. Honnêtement, il faut, surtout quand on est personnage public, il faut savoir se contrôler. Le self-control doit être, disons, sa tasse de thé au quotidien. On voit qu'en Australie, c'est plutôt le contraire. Ce sont des dirigeants même, ce sont les autorités même qui se braquent contre ces femmes, et elles ont bien fait. C'est pourquoi moi, je salue leur démarche. Il faut manifester. Il faut manifester pour se faire entendre et dire halte à ces gens de pratiques. Peut-on dire que les hommes sont mal éduqués, Adrien?
Pas forcément, tous les hommes. Bon, il y en a certains qui n'arrivent pas, comme Jacques l'a dit tantôt, à avoir le self-control. C'est vrai que... C'est vrai que cette affaire, ça nous tente, mais oui, quand même. Parce que prendre de l'éducation, prenant par là, il faut savoir se maîtriser parce que, honnêtement, il y a dans certaines familles où on tient à l'honneur, à l'honorabilité, on sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, on cultive les bonnes vertus qui soient. Vous comprenez bien que, bien éduqué, on ne puisse pas tomber dans ces revers-là ou bien s'adonner à ces revers. Et le président qui a promu ce ministre de la Justice doit en avoir sur la conscience, justement, parce que si t'es que, partiellement de nommer, il y a la moindre enquête de moralité. Il y a la moindre enquête de moralité. Est-ce que cette enquête a été faite? Il est ministre de la Justice. Qui plus est, ministre de la Justice. Alors, pas de la réconciliation. Oui, non, de la justice, parce que normalement, les plaintes devaient être adressées aux juridictions qui relèvent de sa compétence. Vous comprenez bien qu'il y a mal donne quelque part. Il devrait être relevé normalement. Le chef de l'État ne doit pas chercher midi à 14 avant de le relever. Mais si tel que il a chose à faire, c'est qu'on cautionne la chose quelque part. Nous devons éduquer nos enfants, nos garçons. Tout à fait. Et au même titre que les enfants filles, il faut éduquer aussi les... Pour résister. Oui, pour résister à ces genres de pratiques. Parce que, bon, c'est ce qui nous différencie d'ailleurs des animaux. Hein. Nous avons la raison, les animaux ont l'instinct. Donc, si déjà il y a la raison, ça veut dire qu'on peut se maîtriser. Si on ne peut pas se maîtriser, inutile de faire ces genres de promotion, même quand la personne a les compétences, même quand la personne est la mieux indiquée pour faire le job, il vaut mieux décourager ça parce que s'il y a 10 de ce ministre-là au gouvernement, je pense que tout le pays serait en état d'alerte parce que par rapport à cette violence sexuelle. Donc, ça veut dire que un état d'érection, un état d'érection dans la République. Mais c'est grave. C'est grave. c'est très grave. C'est très grave. On ne négocie pas, hein? Non. C'est sérieux. C'est sérieux, bien sûr. Mais déjà, le gouvernement appelle, hein, il dit on va à la justice, il ouvre une enquête, mais vous n'y croyez pas, Adrien. Oh, pour le moment, j'attends que ces enquêtes aboutissent. J'attends qu'après ces enquêtes, des dossiers soient instruits et que véritablement justice soit rendue à ces femmes-là. Si le juge a décidé de faire Kaby lui-même, vous comprenez bien. il va comprendre. Mais justement, alors là, il y aura une parodie de justice. Et ça paraît un mouvement national. Hein. Il se déclarera incompétent. C'est aussi l'autre formule. Il pourrait se déclarer incompétent, tout simplement. Mais je pense que des institutions comme l'ONU surtout qui tient, une institution comme l'ONU qui tient à la promotion des droits de la femme doit se saisir de ces genres de dossiers pour pousser loin, pour que ça ne se reproduise plus dans d'autres pays et même dans ce même pays. Voilà. La femme est à respecter. Absolument. Merci à vous, Jacques. Merci à Adrien. Madame, monsieur, merci à vous. Nous nous retrouvons très bientôt pour un autre numéro.
prolongation, perpétuelle. Restez informés à chaque instant sur SICA.